l'étude d'un système, l'étude d'une problématique avec pour but de faire sortir les pistes des solutions. C'est votre magazine Les Diagnostics qui revient pour cette année, les tout premiers numéros dès l'année 2024 pour ces mois de janvier. Mesdames et messieurs, bonjour, vous partout, vous nous suivez et soyez le bienvenu. Cette émission, comme vous le savez, c'est toujours présenté avec mon frère Igor Biwaka qui est là. Je l'ai dit, bonjour. Bonjour Fulgence Moulay. Ça va? Oui, ça va très bien. Bienvenue. Merci. Bonne année 2024. Merci, pareil. Merci. Pour ces numéros, nous avons les privilèges et les grands honneurs de recevoir pour vous une femme qui travaille dans l'agriculture, femme paysanne, excusez-moi si je peux le dire, à la personne de Madame Gertrude Marie Chantal Kabangu Chibola, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, avancez s'il vous plaît. Bonjour, soyez la bienvenue ici. Merci beaucoup. Bonne année 2024. Merci, pareil. Montez. Salut Igor et puis... Alors, prenez place. Voilà madame, nous sommes Ecofin Télévision, c'est-à-dire Économie et Finance Télévision, une chaîne de télévision thématique essentiellement tournée vers les contenus qui sont économiques mais également les contenus financiers. L'agriculture qui est votre domaine fait partie également de notre champ de bataille. Nous sommes très ravis de vous recevoir ici. Quelles sont vos premières impressions? Merci beaucoup d'abord de m'avoir reçu chez vous et de m'avoir invité. Les impressions, je trouve que vous êtes très accueillant et toute l'équipe. Et puis, vous tenez compte à des bonnes choses bien parfaites et bien faites, des choses comme ça. Et je trouve que vous êtes un cadre qu'il faut pour ce que vous faites. Et surtout, vous parlez de l'économie, vous savez, on se le voit. Et bon, il y en a qui font attention à l'habillement, qui font attention au matériel et qui font attention donc quand on voit présentement, vous êtes bien assis, c'est ce que je peux dire. En tout cas, merci, merci beaucoup. Bon, en tout cas, j'aimerais que ça vienne de vous-même. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Je m'appelle Gertrude Marie Chantal Kabangu Chibola. Je suis une femme paysanne dans la province du Kasaï oriental. Et dans la province du Kasaï oriental, j'encadre une structure qu'on appelle FOPACOR, Fédération des organisations paysannes du Kasaï oriental. Et cette fédération est membre d'une confédération nationale qui s'appelle CONAPAC, Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, dont je suis membre fondateur et puis je suis membre du bureau chargé du genre. Voilà. En fait, quels sont les mécanismes qu'il faut FOPACOR mettre en place? En fait, je vais parler des mécanismes au pluriel, mettre en place pour lutter d'abord contre la pauvreté dans son coin. Très bien. Il faut savoir que je suis dans ce métier depuis l'an 2000. Et d'abord, on a beaucoup travaillé parce que je parle bien de ma province. Ma province, le Kasaï oriental, les agriculteurs étaient beaucoup individuels. Quand je parle d'individualisme, c'est-à-dire si j'ai ma sémence en moi, c'est en moi. L'autre ne peut pas la connaître, sinon il est ma concurrente. Si j'ai une nouvelle variété ou quelque chose, ou bien une expérience quelconque, c'est à moi. Donc on s'est caché des choses. Mais maintenant avec FOPACOR, on a cherché d'abord à se structurer. Là, je vous montre comment nous sommes structurés. Donc, FOPACOR encadre le ménage. Donc, nous parlons de l'agriculture familiale. Donc, ce sont des ménages qui sont structurés dans les OPB, Organisations Paysannes à la base. Alors, quand vous avez à partir de 5 familles, jusqu'à 25, vous pouvez constituer une OPB. Mais maintenant, si à partir de 5 OPB jusqu'à 25 OPB, vous pouvez constituer l'union. Là, nous montons dans les niveaux territoriaux parce que les ménages, c'est dans des villages. Et après, les unions constituent maintenant les fédérations. Donc, nous avons des fédérations comme ça dans
jusqu'à nous sommes dans 17 provinces sur 26, parce qu'on avait commencé dans les 11, mais depuis le démembrement, nous sommes dans les 17 provinces. Madame, s'il vous plaît, pour plus d'élucidation, en fait, il y a les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, ils aimeraient bien comprendre le mot OPB, je crois bien que c'est une siglaison. OPB, en structure, oui. Ça veut dire quoi? OPB, c'est Organisation Paysanne à la base. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est dans tous nos villages, que nous avons structuré. Et maintenant, là, nous avons lutté, nous sommes en train encore de lutter, mais il y en a qui ont commencé déjà à comprendre. D'abord, les gens achetaient la semence sur les marchés. Donc, ils achetaient les produits à consommer et ils appelaient ça semence. Tandis que la vraie semence, c'est la semence qui vient de l'INERA. Alors, maintenant, nous avons d'abord sensibilisé la population. INERA qui est? L'INERA, c'est une institution nationale de recherche scientifique, mais qui travaille dans l'agronomie, dans la production de la bonne semence de qualité. Alors, nous avons créé maintenant 2 structures dans une. Donc, dans la FOPACOR, nous avons des paysans qui produisent, qui a mangé. Et nous avons aussi des paysans qui produisent la semence. Donc, là, on les appelle les agri-multiplicateurs. Avant, les gens pouvaient se demander la semence ou bien acheter ce qu'on mange. Parce que ce qu'on mange, vous n'êtes pas sûr du pouvoir germinatif. Okay. Alors, maintenant, mais avec la semence de l'INERA, on met seulement des graines, que ce soit les niébés, que ce soit les maïs, on met seulement 2 graines, que ce soit les arachides. Tandis que ce qu'on achète au marché, tu peux mettre même une quantité comme ça, parce que tu dis, je m'en fous, ce qui va produire, ça va produire. Mais ici, tu mets des graines et tu es sûr de ce que tu as mis. Et puis, on a appris les producteurs familiaux comment gagner de la place. Parce qu'avant, ils travaillaient, ils peuvent faire un grand espace, mais quand ils commencent à s'aimer, ils s'aiment peu. Parce qu'ils jetaient des choses en peine mal. Mais maintenant, ils savent que je peux s'aimer seulement en ligne. Parce que quand tu s'aimes en ligne, tu peux compter le nombre de pokés. Et ces nombres-là, tu peux même savoir, je vais avoir autant de maïs par poké par rapport à ce que je suis en train de faire. Donc, on les a amenés à la professionnalité et puis à la bonne production, parce qu'on les apprend aussi à bien produire pour gagner. Donc vous encadrez le paysan, si on le comprend bien. Oui. Donc la tâche ne vous est pas toujours facile, puisque vous leur apportez une certaine méthodologie qui est scientifique. Oui. Et donc la tâche n'est toujours pas facile. Non, la tâche, au début, ce n'était pas facile, parce que là, j'étais seule à faire le même travail. Mais c'est depuis 2000 que je suis sur terrain et j'ai appris aux gens comment, et j'ai formé les gens, et avec les mêmes personnes, maintenant, on a constitué des commissions dans des villages. Maintenant, on les fait. Parce que d'abord, je peux vous montrer que j'ai fait 40 ans en Belgique et j'ai pris la décision de rentrer dans mon pays. Donc, je suis venue avec la technologie étrangère et j'ai préféré maintenant d'abord connaître comment les choses se font dans notre pays et surtout dans ma province. Alors j'ai mélangé maintenant et maintenant j'ai constitué mon chemin. Donc l'initiative du FOPACOR émane bien évidemment de vous? Oui, ça vient de moi. Okay. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre ça en place? Et surtout, c'est depuis quand? Donc, depuis que je suis partie, à chaque fois que je voulais rentrer au pays, mes parents ne voulaient pas que je parte dans la province. Ils venaient, je le recevais toujours à Kinshasa et je rentrais. Mais c'est maintenant, après la mort de mon père, parce que quand mon père est mort, j'étais obligée de rentrer dans ma province. Alors quand je suis rentrée, il y a la première chose qui m'a tiqué, c'est la pauvreté et le banditisme. Okay. Parce que nous, on n'a pas grandi, on n'a pas vu les enfants de la rue, on n'a pas connu le banditisme comme ce que j'ai vécu en 2000. Alors, et puis après ça, quand je suis entrée dans la ville, j'ai trouvé beaucoup des enfants de la rue.
Mais mon papa disait à mes frères qu'un enfant kassaïen, on ne les laisse jamais sur la rue. Quand tu as eu les enfants n'importe où, il faut les ramener en famille. Mais là, j'ai trouvé les enfants de la rue. C'est ce qui m'a poussé d'abord de faire l'étude pour savoir pourquoi il y a les enfants dans la rue. Première étude, je l'ai fait en Bujumaï et puis je l'ai fait ici à Kinshasa. Là, j'ai trouvé la première chose, le retour des Kassaïens de Lubumbashi, parce qu'il y a eu génocide des Kassaïs au Katanga. Donc, les parents qui sont morts sur la route et les parents qui sont partis d'ailleurs, les enfants ailleurs. Alors, ces enfants-là devraient vivre dans la rue parce qu'ils ne connaissaient pas leur famille. D'autres, c'était quand on dit que les enfants sont sorciers. Il y a eu des églises qui montraient que les enfants sont des sorciers. Alors, si vos choses ne marchent pas bien, c'est par la sorcellerie. D'autres, c'était le parent qui tapait, qui négligeait leurs enfants. D'autres, les gouvernements qui ne payaient pas les parents. Alors, les parents envoyaient les enfants faire les travaux sur la rue pour ramener quelque chose à la maison. C'est ce qui m'a poussé de partir, réfléchir et revenir. Depuis que je suis revenu en 2001, je ne suis plus rentré, bon, je rentre en vacances ou quelque chose comme ça. J'ai pris la décision de travailler. D'abord, j'ai fait la recherche d'autres parents pour la réinsertion des enfants. J'ai pu faire quand même dans 9 villages où j'avais trouvé les parents. Toujours dans les Kassaï. Dans le Kassaï. Okay. Toujours dans les Kassaï. Que j'ai retourné les enfants à Mweneditu, à Chintolu Kalambulambu, à Katanda, à Bakwachia, à Kassansa, dans la ville de Mbujimaï même. Alors quand je retourne les enfants comme ça, il fallait que je donne une activité aux parents pour pouvoir permettre les enfants de rester à la maison. Alors, c'est ce qui a fait, donc, dans toutes les activités que j'avais créées, il y avait coupé couture, commerce, il y avait beaucoup de choses. Mais j'ai trouvé que dans l'agriculture, on peut gagner plus. Parce que si j'amène les parents à cultiver, ils vont gagner plus et ils vont garder les enfants à la maison. Et là, j'avais distribué même des canards. Mais le but était, je disais toujours, si dans une famille, on peut envoyer même 2 filles à l'école, donc je serai heureuse. Bon, et je disais, si j'encadre même 10 familles et qu'ils peuvent prendre leur famille en charge, ça me fera plaisir. Mais maintenant, j'encadre 5000 familles. Toujours dans le cadre de votre, je dirais, ASBEL, oui. FOPACOR. La fédération, en fait. Vous ne l'avez pas présenté comme étant une ASBEL? Non, non, c'est une association. Une association que vous appelez fédération. En fait. Oui, oui, c'est une association des agriculteurs familiales. Bon, déjà, et je le fais avec mes propres moyens. Voilà, on va y arriver certainement. Déjà en parlant un peu plus des FOPACOR, d'abord, comment on fait pour adhérer dans FOPACOR? Pour adhérer à FOPACOR, il faut seulement être éleveur, agriculteur ou bien pêcheur. Seulement, en fait, vous les faites seulement dans les Kassaï orientales ou bien vous avez l'initiative de les faire dans toute l'étendue de la RDC? Moi, je le fais dans la province Kassaï orientale, mais je vous ai montré que nous avons mis en place au niveau national, CONAPAC, qui est la Confédération nationale des producteurs agricoles, qui est dans le Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Congo central, Bandundu. Donc, je parle des grandes provinces. Hein. Oui. Donc, mais maintenant, avec les démembrements, nous sommes dans les 17 provinces. Est-ce que FOPACOR a-t-elle des étendues, en fait, je dirais, et des terres propres à elle, où elle peut faire sa culture, son agriculture, en fait? Donc, il faut savoir que chaque famille a son étendue, donc sa terre, là où il travaille. Mais nous nous butons toujours devant une difficulté parce qu'il y a le chef. Depuis que le chef de l'État a dit que ce qui est sur le sol domine les sous-sols, maintenant, et les pasteurs, et les diamantifères, et les commerçants, tout le monde est devenu agriculteur. Mais ce sont ces gens-là qu'on soutient souvent. Ce sont les gens comme ça, quand il y a nous qui ont commencé depuis longtemps, qui font même avec nos propres moyens, on ne nous voit pas. Quand il y a les choses qui viennent dans la province pour dire que c'est pour soutenir l'agriculture, c'est toujours les mêmes personnes là à qui on donne. Et je peux même dire que c'est la première fois au mois de décembre ici que nous avons eu quand même la chance d'avoir la semence qui sont venus de l'actuel ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangu. Quand il est venu,
il a entendu parler de FOPACOR et il nous a cherché et nous a intégrés dans le peu qu'il a distribué. On a été quand même le bénéficiaire. D'ailleurs, je peux dire, même quand je parle ici, je suis en train d'aller vers lui parce que j'ai écrit, j'ai demandé d'organiser une conférence agricole, donc au forum agricole de l'agriculture familiale. Donc, si on comprend bien, vous n'avez pas vos propres terres qui vous permettent, n'est-ce pas, d'exercer calmement vos activités? Personnellement, j'ai mes propres terres. Et parmi les autres agriculteurs, il y en a qui ont la terre. Mais tout le monde n'a pas sa propre terre. Comment vous faites pour coordonner en fait toutes ces personnes-là? Puisque je me rends compte que voilà, il y a des personnes qui sont individuelles, qui ont leur propre terre. Mais comment vous faites pour coordonner toutes ces personnes-là? Vous avez des formateurs qui descendent sur terrain pour... D'abord, j'ai commencé à descendre moi-même pour donner d'abord, sensibiliser, montrer aux producteurs pourquoi nous devons nous mettre ensemble. D'abord, le but, c'est quand vous êtes ensemble, vous devenez fort. Parce que comme je parle ici, je peux vous dire, je suis très forte sur terrain. Donc maintenant, quand les gens ont compris, il fallait maintenant détecter, connaître d'abord la difficulté que les gens trouvent sur terrain. Nous avons plusieurs difficultés. Identifier. Oui, et par exemple, comme je viens de dire, de la terre, parce que pour avoir la terre, vous pouvez être dans votre propre village. Vous pouvez avoir la terre de vos ancêtres. Hein? Oui. Là, c'est votre terre. Ça peut être que tu es venu d'ailleurs, tu es venu habiter. Et là, ou bien tu loues, ou bien on te donne par le chef, ou bien tu profites si tu es marié dans ces villages-là. Mais qu'est-ce qui arrive parfois? Les chefs, quand il y a l'argent qui vient, les chefs, ils vendent, même si vous avez déjà sémé, même si ta production est prête à récolter, ils vendent même avec ce qu'il y a, vous n'avez rien à dire. Si vous entendez, même ici à Kinshasa, ce sont les producteurs qui pleurent beaucoup parce que la terre de la production est prise. Même quand on nous parle que nous avons autant d'hectares arables là, mais il faut chercher à en savoir parce que même les étrangers, ils sont devenus propriétaires dans notre pays. Mais ce que les gens n'ont pas compris, pour nous qui sommes sur terrain, nous comprenons qu'on est en train de déménager les producteurs par les gens qui accèdent maintenant à la terre, mais nous allons nous réveiller demain et commencer à dire on a pris notre terre. Mais c'est ce que nous vivons. Nous vivons ça maintenant. On nous dit l'agriculture priorité des priorités. Mais on est en train de déloger les agriculteurs. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Mais quand nous parlons comme ça, c'est une façon de dénoncer. D'abord, je vous remercie parce que vous m'avez donné l'espace pour que je puisse dénoncer ça. Est-ce que pour dénoncer ça, il faut d'abord que les dirigeants de nos provinces, de nos territoires, de nos villages soient en contact avec, mais si eux-mêmes, ils nous combattent sur terrain. Donc, comment on peut aller leur dire ce genre de choses? C'est quand ils viennent, quand même vous criez pour leur montrer que vous vendez notre terre, ils vont vous dire que ce n'est pas votre terre, c'est la terre des chefs. Ces chefs-là, ils sont complices dans beaucoup de choses. Donc ça fait partie de la première difficulté, si vous pouvez encore vous étendre. Voilà, le problème des terres. là c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, par exemple, ma province est vendue toujours comme une province où il y a la famine, où il y a le problème de maïs. C'est une province où le maïs peut aller jusqu'au-delà de 10 000 francs. Mais pourquoi? Et pourtant, nous sommes là. Parce que quand il y a les choses, nous avons toujours demandé à l'État qu'il faut soutenir les petits producteurs que nous sommes. Parce qu'on nous appelle les petits producteurs. Nous ne sommes pas petits, nous sommes grands. Parce que c'est nous qui amenons à manger naturel dans le marché. Okay. Avant qu'ils ne viennent avec ce qu'ils partent acheter ailleurs, c'est nous qui amenons, quelle que soit la quantité, mais nous amenons sur terrain. Mais nous sommes négligés. Nous sommes négligés par le pouvoir. Nous sommes négligés. Qu'est-ce que le pouvoir doit concrètement faire? Ils doivent nous soutenir. Quand on dit, par exemple, il y a eu les décisions de Maputo de 10% de budget alloué à l'agriculture. Oui. Et dans notre pays, nous ne sommes jamais arrivés à 5%. Il y a des pays qui sont dans les 70%, 60%, qui ont compris que c'est l'agriculture qui fait l'économie d'un pays.
Mais ici, chez nous, si ça monte, c'est 3. Mais cet argent va où? C'est l'argent qu'on a construit les immeubles intelligents, qu'ils construisent leurs immeubles de gauche à droite. Ça n'arrive jamais à l'agriculture. Parce que si on soutient les petits producteurs que nous sommes, on nous donne tous les matériaux. J'ai vu qu'il y a des tracteurs, il y a la semence. Nous, on n'a pas vu ça. On donne ça aux ministres. Quand on convoque une réunion agricole, qui sont? Il faut chercher à voir qui sont là-bas. Ce sont les gens en cravate, des ministres, des chefs de ceci, des chefs de cela. Et tu vas voir qu'il n'y a pas les producteurs agricoles, c'est là qui travaillent à la haut. Ils ne sont pas là. Pourtant, l'État vous reconnaît. Pardon? Pourtant, l'État vous reconnaît. Ils connaissent ça. Ils nous connaissent. Et on les appelle seulement quand il faut défendre. Quand il y a quelque chose qu'il faut défendre, leurs intérêts, là on vous invite. Mais les produits, les matériels qu'il faut donner aux petits producteurs, même les simples ou ici, nous on ne les reçoit pas. Quand ça arrive, ils créent d'autres structures. Ils ne regardent pas les structures qui existent déjà pour dire ça existe, ils ont l'expérience, on leur donne. Non. Quand ça arrive, ils créent d'autres structures, ils vont aller prendre ça de l'autre côté. Jamais ça a fait son travail. Voilà, en fait, d'abord, qu'est-ce que FOPACOR produit de manière concrète? Vous êtes dans quelle production? Nous sommes dans tout, nous produisons tout. Mais je parle maintenant que nous sommes en train de promouvoir une maïs qu'on appelle KIPM. KIPM, c'est qualité et protéines maïs. Alors, ces maïs, dans notre province, c'est déjà plus de 30 ans que ça existe. Mais tu vas trouver que les gens ne les connaissent pas. Ces maïs, ça aide à lutter contre la malnutrition. Et même les gens qui ont la diabète, parce que j'ai l'expérience, j'avais quelqu'un qui avait la diabète et quand je lui donnais ça, même les plaies séchaient. Okay. Donc, c'est un maïs qui est bien pour lutter contre la malnutrition et d'autres maladies. Il n'y a pas assez longtemps dans la province du Kasaï oriental, mais également les grands Kasaï, il y a eu pénurie de maïs. Pourtant, FOPACOR œuvre dans cette province depuis plusieurs années. Qu'est-ce que FOPACOR avait fait? Parce qu'actuellement, il y a déjà, en fait, je crois que les maïs, c'est déjà un peu, les maïs, c'est peut-être certainement un peu répandu déjà, tout le monde en trouve déjà, mais FOPACOR, qui existe depuis l'an 2000-2001, qu'est-ce que FOPACOR a fait pour... Je peux même vous montrer que FOPACOR, en saison B passée, avait récolté 35 hectares de maïs. Ça a été connu de tout le monde parce que j'en ai parlé au chef de l'État, au gouverneur, au ministre, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Comme je viens de vous dire, on promouvoit les gens qui sont leurs membres de leur famille, leurs amis et connaissances. Les maïs là, je vais vous donner de preuves. Les maïs là est resté au champ jusqu'au moment où je vous parle. Pourquoi? Parce que on n'avait pas le moyen. Donc si vous prenez un vélo, parce que les moyens de transport que nous avons chez nous, ce sont des vélos. Okay. Si vous prenez un vélo pour transporter vos maïs, vous avez 10 sacs. Les cyclistes, ils prennent déjà 5 sacs. Et moi, je n'ai pas voulu faire ça, vu le travail que j'ai fait. Okay. Ce maïs avait commencé même à pourrir. C'est un individu qui a appris ça il y a 3 semaines. Quand il a appris, il est venu avec sa remorque. Nous avons reçu les tracteurs de PVA. PVA, c'est Programme Volontariste Agricole, qui nous a donné les tracteurs. On est allé prendre ces maïs. Nous sommes en train de faire maintenant la semoule de maïs. On a essayé, comme on n'avait pas notre propre emballage, le monsieur du moulin nous a aidé avec ces emballages et nous avons fait, et je peux vous dire que c'est la semoule, la première qualité, parce que c'est bio, hein. Nous ne travaillons pas avec l'engrais chimique. C'est le maïs travaillé sans l'engrais chimique. Et comme je vous ai montré l'importance de ces maïs-là, donc c'est quelque chose que si notre gouvernement nous soutient, parce que c'est ça la lettre que j'ai écrite au ministre José Mpanda, de nous soutenir pour améliorer. Mettez-vous en tête que nous sommes, là je parle de celle-là que je connais très bien, nous sommes 5000. C'est là que je connais très bien, je connais leur travail et j'évalue même ça. Dans votre structure? Dans notre structure. Donc, mais nous, on dit toujours qu'il
il y a d'autres membres, de loin et de près, si tu es agriculteur ou éleveur, tu es toujours membre de FOPACOR. Mais les membres que je connais, que je peux même vous amener comme ça, nous avons 5000. C'est-à-dire, quand nous allons commencer à prendre tous les maïs de ces gens-là, c'est-à-dire nous allons faire la semoule, nous allons faire la farine, nous allons vraiment faire quelque chose, parce que nous les faisons déjà. C'est quand même intéressant, puisque ça me met une puce à l'oreille. Vous avez dit, lorsqu'il y avait pénurie de maïs au niveau de Kasaï oriental, vous aviez en fait la possibilité de desservir, je dirais, la population, mais seulement il vous manquait le moyen de transport. Pour amener ça. Est-ce que vous n'en avez pas parlé? Je reviens encore sur ça. Je vous dis très bien, je peux vous montrer même des photos. J'ai été reçu par chef de l'État et je lui ai parlé de ça. J'ai parlé à notre gouverneur. Je parlais à plusieurs personnes. Je suis venu ici à Kinshasa, j'ai parlé de ça. Les maïs que je viens de sortir maintenant là, ce sont des maïs qui ont traîné à Bokwansaka Lomu depuis le mois de mai qu'on a récolté ça. Déjà en parlant au chef de l'État, déjà en parlant également au ministre de l'Agriculture, encore les gouverneurs, certainement ils avaient réagi. Bon, c'était quoi les réponses, en commençant par les chefs de l'État? Les chefs de l'État, parce que je lui avais demandé un tracteur par territoire, et comme nous avons 5 territoires plus la ville de Mbujimaï, j'avais demandé 6 tracteurs. Il m'avait promis 12. C'était depuis quand? C'est depuis l'année passée. Et la suite? La suite, je vais le faire via qui? Je n'ai ni numéro de téléphone. Il ne m'a pas montré que voilà celui-ci. Non. Il a pris mon numéro. Il a pris mon numéro. Je lui ai écrit le numéro. J'ai des images. Il a donné à un qui était à ses côtés. Celui-là m'a appelé après pour vérifier les numéros. J'ai dit oui, c'est mon numéro. Jusqu'ici. Après, vous avez essayé un peu de rappeler le numéro en question? Ça ne passe plus. En fait, vous en avez également parlé au gouverneur des grands Kasaï oriental. C'était quoi sa réaction et puis c'est quoi la suite? Mais c'est toujours on va voir, on ne voit jamais. Donc FOPACOR, si on comprend bien, si on peut aller encore beaucoup plus loin, FOPACOR est à mesure de desservir toute la population. Bien sûr, bien sûr. Si on soutient les producteurs agricoles en leur donnant la sémence, parce que même la sémence, nous nous débrouillons nous-mêmes pour avoir... C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons 2 catégories de producteurs. Il y a les producteurs qui, dans notre structure, qui ne produisent que la sémence. Et il y en a qui ne produisent qu'à consommer. C'est-à-dire, toi qui produis à consommer, c'est ton travail. Donc, tu dois acheter l'autre. C'est une façon de faire que l'autre se sente aussi valorisé quand on achète ce qu'il a fait. Déjà, en fait, si je comprends bien, c'est-à-dire quand FOPACOR fait son travail, et comment vous faites pour vendre? C'est la fédération qui vend ou bien c'est vendu de manière individuelle? Et si c'est FOPACOR qui vend de manière générale pour tout le monde, comment c'est fait la répartition? Est-ce équitable ou bien ça dérange un peu certains membres? Une bonne question. Donc, au départ, je peux dire qu'on a mis beaucoup de temps dans la structuration. Mais on cultivait toujours. Mais il y a 2 ans que nous avons commencé maintenant à faire la culture économique. Alors, la culture économique, nous faisons ceci. Donc, vous, dans votre coin, quand vous cultivez, quand vous récoltez, nous avons un conteneur de 40 pieds au bureau. Donc, ils viennent avec leurs produits, mais ils sont organisés, parce que nous sommes organisés comme ça. Dans chaque territoire, il y a un comité qui dirige les paysans dans chaque territoire. Donc, le comité, il y a un président, vice-président, secrétaire, trésorier. Donc, même, nous avons les unions. Parmi les unions, nous avons les unions de transformation. Par exemple, nous avons, sur nos sacs, vous allez voir, c'est écrit Nkonga IFD bar FOPACOR. Pourquoi? Parce que nous avons cherché tous les documents commerciaux de RCCN, personnalité juridique et tout ce qu'il faut pour Nkonga IFD qui fait la transformation. Nous avons aussi donc nous avons des structures, par exemple, femmes sages. Ce sont les femmes qui se sont réunies pour faire utiliser la transformation avec l'huile de palme pour faire les savons, les vins et d'autres choses. Donc nous sommes organisés dans ce sens-là. Quand on vend, c'est-à-dire chacun vient avec sa production, on met dans les conteneurs, ils vendent devant notre bureau pour éviter d'aller chez Ndjamani. Les Ndjamani, ce sont les gens qui récupèrent vos produits
ils vendent, mais l'argent qu'ils vous donnent, ce n'est pas la totalité de ce qu'il a pris. Alors, on les met devant, la population connaît. Parce que nous organisons parfois les foires agricoles. Dans la foire agricole, on vend encore dedans. Donc, les gens savent qu'ils peuvent venir chercher les maïs, les maniocs, les braises, beaucoup de choses, ils peuvent venir chercher à notre bureau. Parce que devant notre bureau, nous vendons nos choses là-bas. Donc, vous vendez assez des produits, à des produits agricoles et également autres produits. Oui. Alors, revenons un peu sur les produits agricoles, particulièrement je cible le maïs. Combien vous produisez, je ne sais pas si je peux l'estimer en termes de tonnes l'an? Voilà. Et vous dire que là, nous produisons autant, comme je viens de le dire, nous sommes encore en train de nous organiser par rapport à ça. Donc, au moment où je vous parle, nous avons un projet que nous appelons 2 hectares par famille. Vous voyez, nous avons obligé maintenant que chaque famille puisse avoir 2 hectares. 2 hectares là, il y a un hectare qu'on peut dire à consommer à autre chose et 1 hectare qui est économique. À partir de ça, c'est là où nous pouvons dire que nous produisons autant. Nous partons aussi mollo. Il faut savoir que nous travaillons avec nos propres moyens. Nous cotisons, nous cotisons $1 par famille pour pouvoir s'organiser. Mais je peux montrer par exemple le maïs que je viens de montrer que nous avons récolté la saison B passée. Oui. On a travaillé sur 35 hectares. Et comme je vous ai dit que nous, on n'utilise pas l'engrais chimique, nous avons récolté 1 tonne par hectare. Vous voyez, nous avons utilisé 1 tonne par hectare. Et comme on n'a pas aussi l'hangar sur nos champs pour conserver ces produits, on a fait seulement des bâches comme ça et on a conservé en dessous des bâches. Et quand la pluie tombe, c'est pourquoi nous avons perdu une grande quantité de maïs. Mais il y en a qui dorment là-bas pour surveiller et autres. Déjà, votre maïs, vous les vendez en sac, c'est-à-dire en sac de 25 kg ou bien les 50 kg? Les sacs de 25 kg. Et à combien coûte? Nous avons regardé le prix de sac de semoule importés. Par exemple de la Zambie? De la Zambie. Oui. Et la dernière fois, c'était à 120. Mais maintenant, comme 120 000 francs. 120 000 francs, oui. Mais comme maintenant, on est en train de récolter les maïs de saison A. Oui. Donc, le maïs a baissé de 9 000, ça a baissé maintenant à 3 500. Alors, les sacs, eux, ils vendaient à 120. Nous, on avait mis à 100. Malgré que notre qualité de farine est différente de l'air, on avait mis comme ça parce que nous récoltons chez nous et nous sommes dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Mais maintenant, c'est baissé et chez eux, c'est baissé à 100 000 et nous sommes descendus à 80 000. Donc, on regarde les prix qui est sur le marché et puis on baisse. Ça, c'est un marché concurrentiel. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu extravagant avec la précarité extrême, l'insécurité alimentaire qui gangrène un peu la partie orientale? Non, dans un premier temps, parce qu'avec ces problèmes de famine qui fait fuir l'enfant kassaïen, parce que si les kassaïens fuient, partent dans d'autres provinces, ils montrent toujours qu'ils fuient la famine. Nous, il faut d'abord stabiliser. Qu'on gagne, qu'on ne gagne pas, on peut gagner, on fait quand même quelque chose, mais qu'on stabilise d'abord la présence des maïs dans notre province pour lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi nous suivons ce que les autres font et nous sommes en train. Mais il faut savoir que quand nous allons commencer à produire beaucoup, par exemple par rapport au projet 2 hectares par ménage que je viens de dire ici, mettez-vous en tête que 5 000 ménages produisent à chacun 2 hectares, 2 hectares. Ça sera tous les ça sera, et puis c'est dans les 5 territoires de la province. Okay. Ça sera quand même quelque chose. Et si notre gouvernement entend notre cri d'alarme et qu'ils disent on investit dans nous pour la bonne production, je pense que et s'ils nous donnent les carburants, parce que l'autre fois ils nous ont donné carburant, okay. On nous a donné
2000 litres de carburant que le gouvernement vous a donné. Qui nous a donné. Okay. Et nous avons distribué ça dans... Ce qui prouve à suffisance quand même que le gouvernement vous soutient d'une manière ou d'une autre. Vous accompagne. Vous accompagne d'une manière ou d'une autre. Non, mais je dis bien, parce que quelque chose qu'on vous a donné, vous ne pouvez pas le cacher. Nous avons reçu ça la saison B passée. Okay. On avait reçu 2000 litres. Mais il faut diviser ça par 5 hectares et 5 territoires, plus la ville de Mbujimayi. Mais on a fait au moins 2 hectares, 3 hectares dans tel ou tel. Mais s'il nous donne encore plus, je pense qu'on fera une très bonne chose. Quand vous parlez de vous donner encore plus, vous faites allusion à quoi exactement? À la bonne sémence et à nous donner aussi les tracteurs pour être indépendants. Parce que jusqu'à là, nous louons. Si on ne loue pas, nous travaillons qu'avec nos roues. À nous donner aussi les moyens. Parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement la sémence. Pour construire, il faut construire. Il faut protéger. Il faut nous amener que chacun construit là où il y a son champ. Il faut savoir qu'il y a des gens qui partent même à 50 km de son champ. Et quand tu rentres, on reste, on vole tout. C'est-à-dire, si nous avons des moyens, nous allons construire nos maisons sur nos champs. Et à ce moment-là, nous allons même protéger nos productions et nous allons produire plus. Question de curiosité, payez-vous les taxes à l'État congolais? Les taxes frauduleuses, parce qu'il y a ils ont mis la police partout. Donc nous payons ce que la police nous demande. Et c'est ce qui fait même encore ce qui est grave pour que les choses augmentent. Mais comment vous pouvez accepter de payer des taxes frauduleuses du moment où vous savez que l'État impose des taxes? Mais ils sont sur la route. Ils sont sur la route. Mais la structure Nkonga-IFD que je vous ai parlé là, qui a tous ces documents, qui nous aide à transformer ce que nous avons, il paye la taxe. Mais tout petit producteur, parce qu'il faut savoir que chez nous, il y a un arrêté provincial où on avait dit que celui qui porte la nourriture sur sa tête ne paye pas les taxes. Qui ne paye pas les taxes. Mais nous les payons. Parce que moi, je peux vous dire qu'on a arraché les sacs de semences que je devrais amener dans un autre village. On l'a arraché à la barrière. Même votre moyen de transport, c'est aussi les vélos. Les vélos, vous l'avez dit. C'est les vélos. Mais là aussi, vous payez quand même, on vous impose des taxes. Oui, oui. Les moyens de transport, ce n'est pas ça. On nous impose. Il y a la police partout, il y a des barrières. Mais ce sont des taxes, on dira, sont des taxes frauduleuses. Oui. Ça n'a rien à voir avec des taxes que l'État reconnaît. Mais la police, il est l'État ou bien il est moi. Mais pourquoi vous l'appelez frauduleuse alors? Non, mais parce que est-ce qu'il nous donne un document? Donc vous n'avez... Vous arrivez comme ça, on peut arrêter même votre chèvre. On arrête votre chèvre, on vous demande les documents du chef. Quand tu n'en as pas, tu payes les taxes. Voilà, on va certainement chuter pour conclure l'émission. Mais sinon, vous êtes une grande structure qui fonctionne depuis plusieurs années. Mais vous avez certainement des partenaires. Est-ce que vos partenaires vous aident suffisamment dans les besoins? Je vais vous répondre par rapport aux partenaires. Voilà. Je ne travaille pas avec des partenaires. Pourquoi? Parce que moi, j'ai trouvé que le mot partenaire, c'est ce qu'on appelle PTF. Voilà. Partenaire technique financier. Moi, je trouve que ce sont des distraits, les gens qui viennent amener les gens la distraction. Je donne par exemple à l'Est, parce que notre pays est dans la zone rouge. Il est dans la zone rouge, pourquoi on dit? Parce que c'est dans la zone où il y a la guerre. Mais la guerre n'est pas partout dans la République démocratique du Congo, c'est seulement à l'Est. Oui. Mais va à l'Est, vous allez trouver les PTF là, toutes sortes de PTF, ils sont là-bas. C'est une distraction. Depuis que moi je suis au pays, ces gens-là, ils sont là, ils viennent, ils vous invitent, ils viennent d'abord, ils vous invitent dans une salle. Soit disant, ils présentent leur projet. Ils viennent avec un projet de 17 millions. On vous donne à manger dans la salle. Il y a déjeuner, grand déjeuner, et le soir on vous donne encore à manger. On vous prend des photos. Et quand vous terminez, on vous donne, vous devez signer un document. Un document, c'est écrit en dollars. Vous ne voyez même pas les chiffres. Mais vous signez quelque chose en dollars. Vous partez là-bas, on vous donne 5 000 francs comme transport. Mais les gens, moi j'ai trouvé les gens au village
attendre la subvention qui doit venir des PTF. Et ce que j'ai trouvé même grave, quelqu'un qui vient de l'étranger, il va jusque dans votre village avec des projets, il vous montre un projet, la lutte contre la malnutrition. Tu vas dans un village de, prenons par exemple, même si c'est 500 ménages, vous faites un champ, la lutte contre la malnutrition, un champ de 2 mètres sur 3. Vous avez lutté contre la malnutrition? Non, c'est une distraction. Mais tout partenariat n'est pas quand même à refuser. Hein. Pardon? Tout partenariat n'est pas quand même à refuser. Peut-être il y a d'autres. Moi, je refuse tous. Tout partenariat? Oui, oui. Vous excluez même. Je prends l'exemple des FAO. FAO est venu là, en Afrique. On fait allusion au partenariat étranger. Oui, oui. Mais c'est étranger. Je parle d'étrangers. Hein. Okay, voilà. FAO, c'est étranger. C'est dont on avait besoin. Bah, c'est là qu'ils connaissent FAO. Oui. FAO est venu dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est ça, non? Oui. C'est déjà fini. Bon, mais moi, je vais vous dire le contraire. C'est que moi, j'ai trouvé FAO est venu détruire la terre congolaise. Parce qu'ils ont amené l'engrais. Ils ont amené l'engrais qui a détruit la terre. Ils n'ont pas formé les gens. Ils n'ont pas montré comment utiliser l'engrais. Et là où on a mis l'engrais, aujourd'hui, tu ne peux pas planter. Tu ne peux plus planter. Est-ce que depuis que FAO est là, est-ce qu'on a lutté contre l'insécurité alimentaire? Non. Les labels, c'est la même chose. C'est une distraction. Mais j'ai préféré d'abord montrer à notre population qu'il faut une prise en charge. Il faut d'abord se prendre en charge. Et alors, maintenant que nous avons compris, ce n'est pas que je refuse. Quand on m'appelle pour aller assister dans ce que je pars, parce que je ne voudrais pas parler des choses que je pars. Mais vous allez trouver un projet de autant où on vous dit, non, non, nous prenons les gens limités, ou bien 10 familles par village. Est-ce que là, c'est dans la lutte contre l'insécurité alimentaire? Non. Vous avez dit au début que vous êtes membre de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo. Qu'est-ce que la FOPACOR apporte à cette confédération-là? Qu'est-ce que vous faites dedans? Ah, une très bonne question. Donc, ce n'est pas la FOPACOR qui doit apporter à la confédération. Ah oui, c'est la confédération. La question était vraiment posée, qu'est-ce que la confédération apporte aux fédérations? Allez-y, répondre. Alors, maintenant, je te réponds. Okay. Nous, on avait pensé que en mettant cette structure en place, c'est pour être fort, c'est pour défendre nos intérêts des producteurs, comme je viens de le dire, qui sont fragilisés par les gens de cravate, ou bien les gens qui écrivent beaucoup. Mais maintenant, avec le système que vous parlez de PTF là, c'est comme si le PTF a mis qu'on n'a pas dans sa poche. Parce que pour qu'il paye les bureaux, ça doit venir de PTF. Des partenariats techniques. Donc, ils perdent leur temps en montant des avions, à aller discuter de ceci. Nous ne voyons rien. Moi, je peux le dire comme ça. Quand je dis là, ils m'entendent. Et c'est ce que je leur dis toujours. Donc, ce sont les Belges maintenant qui sont assis sur la structure, à montrer qu'on paye les bureaux pour vous. On ne paye que le secrétariat exécutif, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Et qu'est-ce que la CONAPAC devrait apporter chez vous? CONAPAC devrait demander à ces gens-là d'investir. Parce que si vous partez à l'Est, vous allez trouver que on nous distrait par rapport à ce qu'ils ont, mais ils volent beaucoup dans la terre. Vous voyez? D'abord, c'est le gouvernement qui doit arranger les choses, de gouvernement au gouvernement. Parce que eux, ils viennent avec leurs projets, mais ils n'amènent pas tout l'argent. L'argent reste chez eux. Ils amènent les miettes ici. Si vous allez voir, ils circulent, ils ne travaillent pas. Voilà. Ils sillonnent la terre. Okay. Ils sillonnent pour voir qu'est-ce qui est dans la terre congolaise par-ci, par-là, mais ils n'aident pas notre pays. Ça, je vous dis sincèrement. Voilà, on va certainement terminer cette émission. La dernière question qui sera également votre mot de la fin en 1 minute. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement sur le plan général pour vous accompagner? Sur le plan général, je demande au gouvernement de vraiment encadrer les producteurs familiaux. Les encadrer, c'est-à-dire quoi? Quand on dit qu'il y a un budget agricole, hein,
que ces budgets nous aident d'abord, à avoir une bonne... vous savez, ailleurs, on donne même les crédits. On donne même un crédit. Ils peuvent même nous donner un crédit. Parce qu'avec les crédits, on peut même... C'est une façon de subventionner ce que nous faisons. Mais le gouvernement qui nous donne le moyen, un crédit, qu'ils mettent un crédit, même un crédit à notre disposition pour nous permettre. Mais comme nous sommes au moment où nous sommes ici, les gens sont incapables, ils peuvent subventionner avec d'abord pour sécuriser la terre où nous travaillons, ça c'est un. Deux, avoir la bonne sémence et former ces gens. Nous les faisons à notre moyen. Vous savez, quand vous faites quelque chose avec les moyens pauvres, vous ne faites pas bien comme il faut. Mais ils doivent créer des écoles pour former les agriculteurs familiales. Donc je pense que ça sera une bonne chose. Voilà, Madame Gertrude Marie Chantal Kabangou-Chiboula, nous sommes très heureux d'avoir que vous ayez répondu à notre invitation. Certainement, le temps nous fait défaut, mais on va certainement vous prendre très prochainement sur encore des sujets. La porte est grandement ouverte ici chez nous. Une fois de plus, merci. C'est vous que je remercie de m'avoir donné cette opportunité, parce que c'est une opportunité pour moi de montrer les choses comme je les ai montrées ici, parce que ce n'est toujours pas facile de faire, d'exprimer ce que vous avez comme souffrance. Alors, comme vous m'avez donné cette opportunité, je vous remercie de tout cœur et j'espère que vous l'avez pris vraiment à cœur et vous allez les amener à qui de droit. Et pour moi, tout ce que les gens peuvent vous penser, ça ne me dit rien, mais au moins, j'ai passé le message parce que nous souffrons avec ça. Merci. Voilà, c'était les diagnostics et votre magazine que vous aimez tant. C'est la fin, le rendez-vous est pris très prochainement avec un autre invité pour diagnostiquer un autre grand secteur. D'ici là, portez-vous bien et restez sur Ecofin Télévision.